L'Angleterre victorienne aimait les silences, bien plus que les aveux. Dans une maison de campagne battue par les vents du souvenir, un simple thé de l'après-midi pouvait sceller le sort d'une âme. Mais entre les vapeurs du breuvage et les cendres du passé, certaines vérités refusent de rester enfouies. D'où écoutez-vous cette histoire aujourd'hui? Quelle heure est-il chez vous, au moment où vous appuyez sur « Lecture » ? Dites-le-moi en commentaire. Prenez une grande inspiration, car ce récit murmure plus qu'il ne parle. Il pleuvait sur Londres comme il arrive parfois en automne, avec cette constance grise et résignée, qui semble vouloir effacer jusqu'au contour des souvenirs. En franchissant le seuil du 221B, je fus accueilli non par les éclats d'une nouvelle affaire, mais par un silence profond que seule la pluie ponctuait, frappant les vitres comme une main invisible aux doigts glacés. Holmes s'était installé dans son fauteuil favori, les jambes croisées, les doigts joints sous le menton, les yeux mi-clos. Il ne tourna pas la tête lorsque j'entrai, et je compris qu'il était plongé dans l'un de ces états de concentration méditative qui précédaient souvent, chez lui, la naissance d'une intuition. Le feu ronronnait dans la cheminée, et l'atmosphère de la pièce, ordinairement animée de ses remarques incisives ou de ses déambulations nerveuses, semblait suspendue à quelque pensée intérieure. Je n'osais rompre le silence immédiatement. Il y avait dans l'air une attente diffuse, comme si quelque chose, invisible encore, pesait déjà sur notre journée. Ce fut au bout de quelques minutes, sans que je l'eusse sollicité, que Holmes leva lentement la main vers un exemplaire froissé du Times, posé sur la table basse devant lui. Il tapota légèrement la couverture, comme on convoque un témoin silencieux. « Curieuse chose, Watson, que cette édition. Elle n'est pas à moi, et pourtant elle porte les traces récentes d'une lecture hâtive. Je l'ai trouvée ce matin, abandonnée sur le siège d'un fiacre. » Je m'approchai. Le journal avait été plié de manière inhabituelle, presque comme s'il dissimulait un objet. Holmes, d'un geste mesuré, l'ouvrit à la 3e page, révélant un carton crème, finement gaufré, glissé entre 2 colonnes d'annonces nécrologiques. Il le tira du papier comme un prestidigitateur, extrait une pièce de monnaie d'un chapeau. Voilà ce qui a retenu mon attention. L'objet n'avait rien de spectaculaire à première vue. Une simple invitation, élégamment calligraphiée, mais sans nom, sans sceau officiel, sans le moindre indice d'envoi postal. Ce silence volontaire éveilla aussitôt ma curiosité. Holmes fit glisser ses doigts sur le bord du carton, puis lut à voix haute d'un ton dépourvu d'inflexion. « Lady Wilhelmina Avery vous prie d'assister à un thé intime en sa demeure de Kensington, ce jeudi à 16h15. » Il s'interrompit, fixant un point imaginaire devant lui, comme s'il pesait le poids de chaque mot. Puis il répéta plus lentement « 16h15 » Il me lança un regard oblique. Voilà une précision bien inutile dans le contexte d'un thé mondain, ne trouvez-vous pas, Watson? Une maîtresse de maison aurait écrit « vers 16h » ou « à 16h tapantes », mais 16h15. Cela frôle la rigueur militaire, ou quelque chose d'orchestré selon un timing très particulier. Je m'aperçus alors que l'absence de destinataire sur le carton, jointe à cette ponctualité inhabituelle, conférait à l'invitation un caractère presque codé. Quel genre de rendez-vous impose une exactitude pareille, si ce n'est celui où chaque minute pèse davantage qu'un mot? Le nom vous est-il familier, Holmes? Demandai-je, en prenant place face à lui. Il hocha lentement la tête, et son regard se fit lointain, comme s'il évoquait un souvenir ancien que la brume du temps n'avait pas totalement effacé. Wilhelmina Avery. Oui, elle fut l'épouse de Sir Reginald Avery, gouverneur du district de Kalimpong, aux Indes.
dans les années 70, un personnage d'une rigidité remarquable, très apprécié de la reine, mais fort décrié, en privé par ses administrés. Quant à son épouse, on disait qu'elle cultivait les plantes exotiques et les convenances sociales avec le même zèle discret. Il marqua une pause, puis ajouta d'un ton plus sec. « Ce carton, Watson, ne m'intrigue pas tant par ce qu'il contient que par ce qu'il évite de dire. Une invitation sans nom, une heure trop précise, et un nom de femme qui surgit du passé colonial, comme une ombre revenue à l'heure du thé. Ce ne sont pas là des coïncidences. » Je m'apprêtais à lui poser une question, lorsque Holmes se leva brusquement, comme mu par une décision intérieure arrivée à maturité. « Nous allons y aller, Watson. » Je fronçai les sourcils. « Mais nous ne sommes pas conviés. » Justement, si cette invitation était réellement destinée à quelqu'un, elle ne se serait pas glissée anonymement dans un journal abandonné. Non, mon cher ami, elle a été placée là pour être trouvée. Et je n'aime pas qu'on me tende des pièges sans que je les retourne du bout de la canne. Je compris aussitôt que l'affaire le piquait, au vif, non par danger mais par mystère. Il n'y avait dans ses traits aucune exaltation, mais une froide intensité. Et si ce n'était qu'un caprice, tentai-je. Un caprice ne s'annonce pas avec cette minutie d'horloger. Non, Watson, c'est un appel, ou peut-être une mise en scène, et nous allons y répondre comme de coutume, avec discrétion. Avant de sortir, Holmes se dirigea vers la petite vitrine où il conservait, non sans une forme de fétichisme que je n'ai jamais osé moquer, quelques objets glanés au fil des enquêtes, comme un prêtre garde ses reliques. Il prit d'abord une montre de poche ancienne, au boîtier rayé, qu'il ouvrit et referma sans commentaire. Je reconnus cet objet. Elle s'était arrêtée jadis à 16h14, lors d'un incident à Malmesbury que je n'ai jamais relaté. Puis avec précaution, il sortit d'un livre relié une orchidée séchée, dont les pétales bruns portaient encore la trace d'une forme jadis somptueuse. Elle provenait, me sembla-t-il, d'une lointaine serre coloniale, et sans doute d'un souvenir que seul Holmes conservait intact. Enfin, il saisit une théière en porcelaine blanche, fêlée sur le côté, presque insignifiante, qu'il glissa dans une serviette de voyage. Je ne pus m'empêcher de sourire. « Vous attendez donc qu'on vous offre le thé, Holmes ?» Il ne répondit pas, mais dans son regard passait déjà une forme d'intuition que je ne compris que beaucoup plus tard. Je ne sais trop dire si ce fut la lumière voilée du ciel ou la disposition des haies, mais en approchant de la maison de Lady Avery à Kensington, je fus saisi d'un sentiment curieux, comme si nous pénétrions dans un lieu en suspens, hors du cours ordinaire des heures. Il y avait dans cette demeure un calme excessif, une harmonie trop parfaite pour n'être pas suspecte. Holmes, quant à lui, avançait sans hâte, le regard oblique, notant chaque détail, le battant terni de la porte, les rideaux tirés à mi-hauteur, la lettre A gravée dans le cuivre d'un heurtoir ancien. Nous fûmes accueillis sans surprise, comme si notre présence avait été attendue, ou plutôt tolérée. Le majordome nous introduisit dans un salon vaste, au mobilier d'une élégance ancienne, soigneusement entretenu, mais manifestement peu utilisé. Il y régnait cette atmosphère propre aux maisons, qui ont trop peu changé depuis trop longtemps. Une dignité figée dans la cire et la crainte du souvenir. Je sentis chez Holmes une vigilance accrue, non pas l'alerte du danger, mais celle, plus fine encore, de l'intelligence devant une mise en scène. Ils étaient 5. 5 visages que je ne connaissais pas, mais qui portaient en commun quelque chose d'indéfinissable, une raideur des épaules, une courtoisie trop étudiée, un effort perceptible pour se comporter comme il sied, sans que rien ne dépasse.
3 hommes, 2 femmes, tous d'âge mûr, vêtus avec un soin sans ostentation. Les présentations furent faites, mais je notai que chacun omettait d'indiquer la nature de sa relation à Lady Avery. Les regards se croisaient brièvement, puis s'évadaient vers les moulures, les tapis, les tasses vides. Une conversation sur le temps fut tentée, aussitôt éteinte. Holmes, fidèle à lui-même, s'installa dans une attitude d'observation tranquille, répondant peu, écoutant davantage, le regard tantôt fixé sur un détail, tantôt perdu dans un angle du plafond. Je m'étonnais intérieurement de cette absence de naturel. Ces gens étaient trop conscients les uns des autres. Il y avait dans cette pièce non pas une réunion, mais une attente. Et dans cette attente, quelque chose d'inavoué. Lorsque Lady Wilhelmina Avery entra enfin, tout le salon se leva avec cette promptitude qui signale moins le respect que la gêne. Elle s'inclina doucement, salua chacun, sans insister, puis vint s'asseoir dans un fauteuil à dossier droit, placé légèrement à l'écart du cercle. Elle était encore belle, à sa manière. Cette beauté distante et voilée des femmes qui ont aimé sans rien recevoir en retour, et dont le port conserve la trace d'un passé où l'on commandait plus qu'on implorait. Mais c'est surtout son regard qui me frappa, un regard qui ne se posait nulle part, ou alors trop brièvement, comme si chaque visage lui rappelait une faute ancienne. Elle nous remercia d'un ton bas et mesuré, puis glissa aussitôt dans un silence qu'elle n'avait pas l'intention de combler. Je crus voir ses mains se refermer l'une sur l'autre comme pour empêcher un tremblement. Holmes l'observait sans insistance, mais avec une concentration d'orfèvre. Il ne lui parlait pas, mais l'écoutait. Et moi, pour la première fois depuis notre arrivée, je sentis confusément que ce thé n'était pas offert en l'honneur de la convivialité, mais en prévision de quelque chose, peut-être d'une fin. C'est alors que le majordome reparut. Il portait un plateau d'argent sur lequel reposait une théière blanche, 6 tasses et un bol de sucre délicatement ouvragé. Il entra avec lenteur, comme s'il avait répété ce geste chaque jour depuis 20 ans. Mais l'atmosphère dans la pièce changea immédiatement, non par ce qu'il apportait, mais par l'heure même à laquelle il le faisait. Holmes sortit sa montre de gousset, la consulta sans hâte, puis me la tendit en silence. Il était précisément 16h15. Pas une de plus, pas une de moins. Ce geste simple, ce rituel domestique, le thé servi à l'heure dite, devint soudain solennel, presque sacré. Les tasses furent distribuées. Personne ne dit un mot. Même les cuillères ne tintèrent pas contre la porcelaine. Chacun semblait suspendu à quelque chose d'invisible, comme si les lèvres portées à la tasse retenaient plus qu'elles n'osaient goûter. Je vis le front de Holmes se plisser légèrement, non de perplexité, mais comme lorsqu'un musicien reconnaît un motif dans une fugue, un motif ancien, revenu sous une forme nouvelle. Il n'y eut ni cri, ni chute, ni panique. Le révérend Maclean, jusqu'alors resté discret et impénétrable, se leva d'un seul coup, sans mot, sans tremblement. Son visage avait blêmi, mais ses gestes restaient maîtrisés, comme s'il obéissait à une nécessité intérieure, une urgence qu'il comprenait seul. Il se dirigea vers la porte du salon, contourna lentement le fauteuil de Lady Avery et sortit, refermant la porte derrière lui. Personne ne le suivit, personne ne parla. Et pourtant, chacun sut, instinctivement, que quelque chose venait de se produire, que le fil tendu avait cédé. Holmes, de mon côté, avait relevé imperceptiblement le menton. Il n'était pas surpris, me sembla-t-il, mais il attendait. Attendre chez lui n'était jamais une passivité, c'était une forme d'action suspendue, d'analyse en cours. Quant à moi,
je ressentis un froid inexplicable dans la poitrine. Le silence, cette fois, n'avait plus rien de mondain. Il s'était transformé en présence. Chacun fixait sa tasse, son genou, une broderie du tapis, n'importe quoi pour éviter de croiser un regard. Je sentais une attente diffuse, presque insupportable, comme si nous étions plusieurs à entendre une seconde main frapper à la porte du destin, sans savoir quand elle entrerait. Je ne pouvais m'empêcher d'observer Lady Avery. Sa posture n'avait pas changé, mais son cou semblait plus raide et son souffle plus court. Je remarquai aussi, pour la première fois, un léger tremblement dans sa main gauche, celle qui tenait la soucoupe. Holmes demeurait immobile, les doigts réunis sous son menton, les yeux légèrement mi-clos. Mais je savais, à la tension presque imperceptible de ses épaules, que tout en lui enregistrait ce que nous n'osions encore formuler. Et tandis que le thé refroidissait, il me sembla que l'on n'entendait plus que cela, la conscience, chez chacun, que la vérité était déjà entrée dans la pièce et qu'il était trop tard pour l'en faire sortir. Il y a des silences qui pressentent la catastrophe, comme une nappe d'eau stagnante qui frissonne avant le jet de pierre. Et lorsqu'un hurlement éclata depuis l'aile ouest de la maison, chacun sut instinctivement que ce n'était pas un cri d'étonnement ni d'accident, mais celui, irrévocable, de la rupture. Nous nous levâmes tous à la fois, et sans échange de regards ni de mots, convergions vers l'origine du trouble. Holmes, en tête, se dirigea avec une rapidité maîtrisée vers la véranda de verre attenante au salon. La porte, entrebâillée, laissait passer un souffle d'air saturé d'humidité et de feuilles mortes. Nous pénétrâmes dans la serre, et ce fut là que nous vâmes le révérend Maclean, étendu de côté, le bras replié sous lui, comme s'il s'était simplement assoupi, si ce n'était pour la tasse brisée à ses pieds et l'inclinaison de sa nuque tout à fait inhabituelle. Aucun sang, aucune expression de douleur, juste un corps devenu subitement inutile. Le médecin de la maison, un vieil homme mince à la moustache tremblante, arriva quelques minutes plus tard, visiblement troublé d'être appelé pour ce qu'il ne pouvait plus prévenir. Il s'agenouilla avec lenteur, prit le pouls, ausculta la gorge, puis se releva avec ce soupir que seuls les praticiens longuement familiarisés avec la faim osent encore retenir. « Instantané », murmura-t-il. Il n'a pas dû ressentir la moindre douleur. Peut-être une embolie ou une paralysie fulgurante, il faudra. Il n'acheva pas sa phrase. Le regard de Holmes le fixait, avec une intensité qui tenait lieu d'interrogatoire. La rigidité du visage du révérend, son teint presque nacré et l'absence de traces extérieures éveillaient des questions qu'aucune médecine ne saurait trancher sur le seuil d'une serre. Je crus d'abord qu'elle avait trébuché, mais ce fut bien un évanouissement, un effondrement maîtrisé, comme s'il avait été préparé, contenu, puis relâché dans l'instant même où l'on prononça le mot « mort ». Lady Avery fut rattrapée par l'une des invitées, qui la soutint jusqu'au canapé du salon. Des selles furent apportées. On ouvrit une fenêtre, mais ce que je retins surtout, c'est que son malaise ne fut précédé d'aucun cri, d'aucune exclamation, seulement d'un léger battement de paupières, comme si elle venait de reconnaître une vérité trop longtemps repoussée. Holmes, quant à lui, ne fit aucun geste en sa direction. Il observait le désordre qui s'installait dans la pièce, comme on observe un tableau qui se craquelle. Et je sus alors que, pour lui, l'enquête avait déjà commencé. Tandis que les autres tentaient de redonner vie à l'ordonnance sociale, Holmes s'agenouilla doucement près du fauteuil vide de Maclean, où l'on avait déposé, à défaut d'autre choix, les objets retrouvés à ses côtés. Parmi eux, une seconde tasse de thé, intacte,
de me reposer sur une soucoupe en porcelaine blanche, à peine refroidie. Holmes s'en approcha, la prit sans trembler, et porta le bord à sa narine. Son visage demeura impassible, mais je perçus un infime froncement de sourcils, celui d'un homme qui reconnaît une nuance ancienne. « Vous sentez cela, Watson ?» Je m'approchai, penchai légèrement le visage, et fus surpris par une senteur à peine perceptible, florale, oui, mais comme distillée par le souvenir. Un parfum que l'on n'aurait pu attribuer ni au thé, ni à la pièce. Holmes murmura, presque pour lui-même, « l'orchidée de Kalimpong » ou quelque chose d'approchant. Ce fut par pur instinct, peut-être, que mes pas me menèrent vers le massif de fougères, à l'entrée de la serre. Quelque chose, je ne saurais dire quoi, me poussait à fouiller les replis d'ombre entre les pierres, comme si l'herbe elle-même avait dissimulé un secret. Je trouvai l'objet presque par hasard. Une montre de poche, ancienne, à demi enfouie dans la terre humide, son verre fendu, son couvercle souillé. Je l'ouvris. Les aiguilles s'étaient arrêtées à 16h14. Je l'apportai à Holmes, qui la reçut sans commentaire, la tenant à la lumière comme on consulte une horloge de funérailles. « 1 minute avant que le thé n'entre », dit-il simplement. Puis il m'adressa ce regard oblique que je lui connaissais bien, celui qui précède toujours l'hypothèse, mais jamais encore la conclusion. Ce ne fut qu'en fin de soirée, lorsque les invités furent autorisés à regagner leurs appartements, que les langues commencèrent à se délier, non devant nous, bien sûr, mais dans les couloirs, les chuchotements, les silences lourds que je croisais en revenant du vestibule. Un nom revenait, presque inaudible, comme s'il brûlait les lèvres, Bénarès. Puis l'orphelinat, puis encore les cendres. Je rapportai ces bribes à Holmes, qui hocha la tête d'un air grave. Maclean, Watson, n'était pas simplement un homme d'église, il fut, jadis, aumônier militaire en Inde, un poste ingrat et souvent dangereux. Il aurait assisté ou tenté d'empêcher certaines actions que d'aucuns préfèrent enfouir dans la poussière coloniale. Je ne répondis rien, mais sentis que quelque chose, plus ancien que la mort de l'homme, planait encore dans cette maison. Non une vengeance, mais le spectre d'une vérité trop longtemps retenue. Il n'est pire lumière que celle qui éclaire les visages trop longtemps restés dans l'ombre. Et ce fut dans cette clarté crue, née de la mort d'un homme, que les invités de Lady Avery se révélèrent à Holmes et à moi, comme les fragments d'un même miroir brisé. Mon ami ne procéda ni avec brutalité, ni avec théâtralité. Il questionnait peu, mais suggérait davantage. Par des remarques en apparence anodines, il orientait les souvenirs, provoquait des silences, forçait les regards à fuir. Chacun, à mesure que la conversation progressait, laissait échapper une date, un lieu, une réticence, et peu à peu, une étrange géométrie se dessina. Tous ces gens, aussi divers en apparence fussent-ils, avaient vécu, à des degrés variables, une période en Inde, et plus précisément dans une région du Bengale septentrional, aujourd'hui tombée dans l'oubli administratif. Ce n'était pas seulement un thé auquel nous avions été conviés, c'était une convocation, un rappel, et Holmes, méthodique, en traçait les contours sans jamais lever la voix. Je n'avais jamais entendu ce nom, mais lorsque Holmes le prononça, ce fut comme si un vent invisible passait sur le salon. Kalimpong, une enclave britannique jadis florissante, aujourd'hui rayée des récits officiels. Je vis le colonel Bronston resserrer les lèvres. Madame Cattermole détourna les yeux. Seul le botaniste fit mine de ne pas entendre, mais ses doigts, eux, s'agitèrent contre sa manche. Holmes continua sur le même ton, presque distrait, évoquant une série d'événements survenus dans les dernières années du gouvernement colonial. Une rébellion,
réprimé avec une sévérité qui avait, semble-t-il, embarrassé jusqu'à Whitehall. Certains noms, dit-il, ont disparu des cartes, mais pas des consciences. La pièce demeura silencieuse, mais le silence lui-même n'était plus neutre. Il s'était chargé d'un poids ancien, d'un souvenir honteux, et je commençais à entrevoir que le crime de l'après-midi n'était peut-être que la queue brûlante d'une comète disparue depuis 20 ans. C'est dans ces moments de tension muette que l'on distingue le rôle que chacun joue malgré lui. Le colonel Bronston, autrefois à la tête d'un bataillon colonial, parlait avec une raideur toute militaire, mais je perçus dans sa voix comme une fissure sous la cuirasse le ton de ceux qui ont vu plus qu'ils n'ont osé dire. Madame Cattermole, femme au port modeste et à la croix pendue, au cou, fut plus difficile à saisir. Elle avait servi dans un orphelinat chrétien, non loin de Kalimpong. Ses réponses étaient brèves, mais précautionneuses. Elle s'accrochait à la neutralité comme à un paravent, mais ses yeux semblaient déporter un deuil dont elle ne parlait jamais. Quant au botaniste, un certain Monsieur Levington, il affirma avoir étudié la flore des contreforts himalayens, mais Holmes lui fit remarquer qu'il citait les noms latins avec un accent trop londonien pour un homme supposé avoir vécu 15 ans dans la jungle. 3 trajectoires, 3 regards, et un point de convergence que Maclean n'avait, lui, pas voulu oublier. Ce fut alors que Holmes, d'un ton presque léger, évoqua le rôle des aumôniers militaires dans les campagnes coloniales. Des hommes singuliers, dit-il, censés porter la miséricorde dans les pires recoins de l'ordre. Et soudain, ce que nous n'osions encore formuler prit forme. Maclean, autrefois jeune aumônier, affecté à Kalimpong, n'avait pas été témoin neutre. Il avait voulu parler, peut-être même l'avait-il fait. Mais à qui? Et quand? Je me souvins alors de la lettre déchirée retrouvée dans sa poche et de cette phrase inachevée. À 16h15, je révélerai. Holmes n'ajouta rien. Il n'avait pas besoin de le faire. Le silence des invités parlait pour eux. Chacun d'eux avait compris que Maclean n'était pas mort pour ce qu'il savait, mais pour ce qu'il allait dire. Elle était restée là, presque immobile, comme si tout ce qui se déroulait n'était qu'une variation lointaine d'un souvenir trop souvent ressassé. Lady Avery ne contestait rien, ne corrigeait rien. Elle semblait attendre, peut-être depuis des années. Holmes s'approcha d'elle, sans brutalité, et lui demanda doucement « Ce thé, madame, était-il un adieu ou une réparation ?» Elle ne répondit pas, mais je vis dans l'inflexion de sa gorge une lutte brève, étouffée, et peut-être plus poignante que tout aveu. Était-elle venue, comme Maclean, pour dire ce qui devait être dit, ou, au contraire, pour empêcher que cela ne se dise jamais? Holmes ne posa pas la question. Il savait que certaines réponses ne se donnent pas. Elles s'absorbent dans le silence, comme une goutte de thé renversée sur une nappe ancienne. Ce fut moi, par un hasard, que je n'attribuerai pas au destin, mais à l'observation prolongée, qui remarquait le livre ouvert dans la bibliothèque, un traité botanique. À la page, soigneusement aplatie, reposait une orchidée séchée, d'un brun profond, dont les pétales conservaient une forme presque intacte. Je la portai à Holmes, qui la prit sans un mot. Il examina la tige, nota la coupe, et murmura « Kalimpong ». Ce n'était plus un souvenir, c'était une trace, une signature, une relique déposée non comme hommage, mais comme avertissement. « Watson, dit-il, nous n'avons pas été invités à un simple thé. Nous avons été convoqués à un acte de mémoire, et peut-être à une justice. » Je ne sus que répondre, mais je compris alors que l'orchidée, comme tout ce qui avait été disposé dans cette maison, n'était pas là par goût. Elle appartenait à une logique plus vaste,
plus secrète, celle de la conscience qui cherche, à défaut du pardon, le regard de quelqu'un qui comprendra. Il arrive que certains lieux, bien qu'inanimés, conservent le souffle invisible de ce qui s'y est joué. Lorsque Holmes me proposa de le suivre à nouveau dans la serre, je crus percevoir, dès le seuil franchi, une densité de l'air que je ne m'expliquais pas. Rien n'avait bougé, et pourtant tout semblait changer. Le silence y était plus grave, plus profond, presque minéral. Holmes avançait lentement, ses mains croisées derrière le dos, effleurant çà et là une feuille, un pot, un tuteur de bois moussu. Il ne s'adressait pas à moi, mais ses gestes, son regard, sa lenteur m'indiquaient qu'il observait non les plantes, mais ce que les plantes dissimulaient. L'air, saturé d'humidité et de chlorophylle, semblait contenir autre chose, une mémoire volatile, peut-être, ou la trace d'une intention savamment cachée. Je ne pouvais m'empêcher de songer à Macklin, à son souffle qui s'était éteint ici, au milieu des tiges et des corolles, et je compris soudain que ce lieu n'était pas seulement un décor, il était peut-être l'instrument. Ce fut dans un renfoncement obscur, sous une étagère courbée par le poids des années, que Holmes tira un volume qu'il caressa du regard avant même de l'ouvrir. Le cuir était craquelé, et la reliure avait cette patine que seules donnent les mains qui consultent plus qu'elles ne lisent. Il s'agissait d'un traité botanique rare, rédigé à Calcutta au milieu du siècle, et dont les pages jaunies contenaient autant d'observations scientifiques que de notations presque superstitieuses. Holmes l'ouvrit lentement, et je vis que le volume s'arrêtait naturellement à une page marquée d'un discret repli. Le dessin y représentait une fleur étrange, d'un violet profond, avec une légende en latin et une note manuscrite dans la marge. Orchis calimpongensis, toxine par évaporation thermique prolongée. Il n'en fallait pas davantage pour éveiller chez Holmes une attention accrue. Il contempla l'illustration un long moment, puis referma doucement l'ouvrage. L'un des convives s'y connaît décidément mieux en botanique qu'il ne l'a prétendu, murmura-t-il. « Supposez, Watson, dit-il soudain en se tournant vers moi, qu'une substance végétale rare, extraite par distillation artisanale, soit versée dans le thé, non pour être ingérée, mais pour se volatiliser. » Je demeurai interdit. Il poursuivit, d'un ton calme, presque pédagogique. Une toxine qui, à température ambiante, demeure inerte, mais qui, sous l'effet de la chaleur, se transforme en vapeur légèrement parfumée, sans soulever le moindre soupçon. Je revoyais alors cette tasse intacte, à l'odeur douce mais singulière. L'idée me frappa avec une évidence troublante. Et si ce n'était pas le breuvage lui-même qui tuait, mais l'air qui l'altérait? Holmes ne répondit pas, mais son silence valait acquiescement. Il venait, je le sentais, de poser les premières pierres d'une hypothèse, mais il n'avait pas encore choisi de la croire. Nous retournâmes au salon, où la théière, toujours intacte, avait été replacée sur son plateau. Holmes la prit entre ses mains, l'inclina doucement à la lumière, la fit pivoter, l'approcha de son oreille. « Écoutez. » Je me penchai. Un infime craquement se fit entendre, suivi d'un son mat, comme celui d'un liquide emprisonné dans un interstice. Il saisit une petite loupe dans son étui de poche et m'invita à observer un point précis près de la base. Une fissure ancienne, parfaitement dissimulée dans l'émail. À l'œil nu, elle est invisible, mais à la chaleur, je comprenais. Une infime brèche par laquelle la vapeur pouvait s'échapper sans que quiconque ne le remarque, sauf celui qui avait prévu qu'elle le ferait. Je sentis un frisson me parcourir. Cette théière, posée au centre d'un salon de thé, était peut-être l'arme la plus subtile que j'eusse jamais rencontrée. Holmes s'arrêta soudain devant le fauteuil,
où s'était assis le révérend Maclean. Il regarda lentement autour de lui, comme s'il recomposait une scène invisible. « Et maintenant, considérez la disposition des sièges, dit-il d'un ton songeur. Où était Maclean? Là, à droite, et derrière lui, la cheminée. Je hochai la tête. Ce détail m'avait échappé, mais la logique m'apparut soudain limpide. Il était donc le seul à recevoir la chaleur directe. Holmes acquiesça. Si la vapeur s'est échappée de cette théière au moment précis où la chaleur ambiante a dépassé un certain seuil, alors seul l'homme placé dans cet angle, avec une cheminée dans le dos et la trajectoire de diffusion face à lui, a pu en absorber la concentration létale. Il s'éloigna légèrement et ajouta, à mi-voix, « Une mort parfaitement localisée, presque chirurgicale. » Alors que nous quittions la pièce, Holmes, qui jusque-là s'était montré méthodique, ralentit légèrement son pas. Il parlait désormais sans regarder devant lui, comme si ses mots s'adressaient moins à moi qu'à sa propre pensée. Ce pourrait être un accident, Watson. Une conjonction de circonstances naturelles. Une serre contenant des extraits floraux puissants, une théière fêlée, un feu allumé, une fleur toxique oubliée. Je m'arrêtai, troublé. Vous n'y croyez pas? Il s'arrêta aussi, se tourna vers moi et me fixa de ce regard qui ne demandait rien, mais vous obligeait à répondre. Totei, c'est une hypothèse élégante, cohérente, presque plausible. Mais, ajouta-t-il avec cette ironie sèche que je connaissais bien, elle a un défaut fatal, elle suppose le hasard. Or, je n'ai jamais cru que le hasard servait le thé à 16h15 précises. Il arrive que la vérité, avant de surgir, prenne soin de déposer ses éclats chez ceux qu'on n'interroge jamais. Ce fut Holmes qui, d'un ton neutre, m'indiqua que nous devions parler brièvement à un certain Edwin Blake, reporter pour une feuille confidentielle dont je n'avais jamais entendu parler. Nous le trouvâmes à quelques pas de la demeure de Lady Avery, errant sous une arche en pierre, l'air de quelqu'un qu'on a invité sans lui dire pourquoi. Il reconnaissait Holmes, sans doute de nom ou de réputation, et se montra d'emblée sur la défensive. Mais sous l'influence de cette bienveillance rigoureuse que mon ami savait si bien manier, le jeune homme finit par céder. J'ai reçu une lettre du révérend Maclean, 3 jours avant. Ce qui s'est passé, il m'y priait de me tenir prêt à entendre quelque chose que personne n'a encore osé dire sur l'Inde. Il parlait de documents, de noms, de responsabilités, et surtout d'une date. Il marqua une pause. Ce jeudi, 16h15. Je vis les paupières de Holmes se plisser très légèrement. Il ne nota rien. Il n'en avait pas besoin. Ce fut en consultant les effets personnels du révérend Maclean, une tâche que la bienséance victorienne ne déléguait qu'aux plus discrets, que Holmes mit la main sur une feuille de papier, épais, soigneusement pliée, puis visiblement froissée dans un geste précipité. Elle se trouvait dans la poche intérieure gauche de la veste du défunt, entre une clé minuscule et un vieux billet de train. Il la déplia en silence, la parcourut d'un regard calme, puis me la tendit sans un mot. L'encre était récente, la plume incertaine, mais le style était sans équivoque, celui d'un homme qui, après de longues années de silence, s'apprêtait enfin à briser quelque chose. La feuille n'était ni signée ni datée, mais je n'en doutais pas. Elle avait été rédigée le jour même de sa mort. La lettre s'interrompait sur une ligne inachevée, non par oubli, mais par arrachement. L'écriture s'arrêtait nette, comme si la main avait été brusquement arrachée de la page. La phrase disait « À 16h15, je révélerai », et rien de plus, ni nom, ni fait, ni cible. Un silence effroyablement précis, comme si celui qui avait interrompu cette confession
savait exactement ce qu'elle contenait et avait choisi de ne laisser qu'une ombre. Je sentis un serrement profond dans la poitrine, une forme de rage silencieuse devant la brutalité d'un destin qui n'efface pas les mots, mais les suspend à jamais. Il est des vérités qui ne meurent pas, mais qui ne naissent jamais non plus. Holmes, dis-je après un instant de silence, quelqu'un a vu cette lettre avant nous. Il ne répondit pas. Je poursuivis, entraîné par une intuition que je ne pouvais plus contenir. Levington, le botaniste. Il s'est tenu longuement à proximité du corps. Il aurait pu la prendre, la lire, l'arracher. S'il se savait visé, il aurait eu tout intérêt à effacer ce qui allait être dit. Je parlais plus fort que je ne l'aurais voulu. Je me rendis compte que je cherchais, peut-être, une cible, non par certitude, mais par nécessité. Holmes demeurait parfaitement calme, presque absent, mais je savais que chaque mot que je venais de prononcer, il les avait déjà pesés, et peut-être même dépassés. Ce qui me troubla alors, plus encore que l'interruption du message ou la suspicion qui l'éveillait, ce fut l'attitude même de Holmes. Il n'émit aucune hypothèse, ne releva aucune incohérence. Il se contenta de relire la phrase inachevée, lentement, comme on récite une prière que l'on ne comprend pas, encore tout à fait. Ses yeux ne trahissaient rien, mais je perçus dans la manière dont il s'attardait sur la pliure du papier, sur le bord irrégulier de la déchirure, une forme d'analyse en profondeur, celle qui ne se satisfait jamais des évidences. Holmes n'était pas dans l'indécision, il était dans l'attente. Et c'est cette attente qui m'inquiéta davantage que n'importe quelle accusation. C'était comme un engrenage parfaitement conçu, auquel il manquait une seule dent. Tout dans cette journée, l'heure, la lettre, la composition des invités, l'orchidée, semblait converger vers un point fixe. 16h15. Et pourtant, ce qui devait se produire à ce moment-là, cette révélation que Maclean avait portée pendant des années, n'avait jamais franchi la frontière du silence. Quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, l'avait empêché d'émerger. Je regardais Holmes, toujours absorbé dans ses réflexions, et je compris, sans qu'il eût besoin de parler, que nous nous approchions non pas d'une vérité criante, mais d'une vérité ensevelie, une vérité que quelqu'un, en ce jour précis, avait choisi d'interrompre à jamais. Il y a dans certaines réunions un silence qui n'est plus fait d'attente, mais d'aveu. Lorsque Holmes nous convia, sans détour, mais sans solennité, à nous rassembler tous dans le grand salon, nul ne protesta, nul ne s'étonna. Chacun sentit, je crois, que la représentation arrivait à son dernier acte et que le rideau ne se lèverait pas pour une vérité abstraite, mais pour une faute précise, celle qui, depuis des années, traversait leurs regards sans oser franchir leurs lèvres. Ils s'assirent, alignés comme dans un tableau d'époque. Le colonel à la mâchoire serrée, la dame de mission figée dans sa piété, le botaniste, enfin, lointain et agité. Seule Lady Avery était absente. Holmes ne la réclama pas. Il attendait qu'elle vienne d'elle-même, et elle le fit, quelques instants plus tard, sans s'excuser, le visage impassible. Il se tenait au centre, les mains croisées dans le dos, tel un chef d'orchestre devant des instruments muets. Et moi, assis dans l'ombre, je compris qu'il allait désormais rendre visible ce que tous avaient pressenti sans l'oser formuler. Holmes n'éleva pas la voix. Il énonça, avec cette rigueur glaciale qui lui était propre dans les instants d'analyse, les mouvements exacts de chacun à l'instant du drame. Il les avait mémorisés, comme on mémorise les pas d'une danse sinistre. À 16h15, dit-il, Lady Avery se leva pour inviter le majordome à servir. Le révérend Maclean se tenait au fauteuil le plus proche de la cheminée. Le théier reposait,
comme toujours, sur la console à l'angle du buffet, à proximité des fougères. Le feu avait été allumé une demi-heure plus tôt, à la demande expresse de la maîtresse de maison. Il ne se contentait pas de décrire, il reconstituait. Chaque détail, chaque mouvement, chaque regard, oublié, retrouvait sa place, comme si le temps avait été disséqué au scalpel. La position des fauteuils, l'orientation des visages, la hauteur du plateau, même la légère inclinaison de la tête de Maclean au moment où il porta sa tasse à ses lèvres, tout cela avait été vu, noté, enregistré. Et à mesure qu'il déroulait ce fil invisible, je sentais dans la pièce une tension monter, non de surprise, mais de reconnaissance. Supposez maintenant, dit Holmes d'une voix neutre, que la vapeur d'une infusion contienne une molécule toxique, inodore pour la plupart, mais aux effets mortels en cas d'exposition concentrée. Il sortit alors un mince instrument de cuivre et de verre, une sorte de lampe à huile modifiée qu'il déposa sur la table centrale. Il y inséra quelques gouttes d'une essence florale, alluma la mèche et attendit. En quelques secondes, un filet invisible, que seule une flamme détournée trahissait, s'éleva dans l'air et se dirigea vers le coin de la pièce, vers la place où Maclean s'était tenu. Le courant thermique, dit-il, favorisé par le foyer, l'angle du fauteuil et l'ouverture de la porte. C'est un dessin d'une précision étonnante. Il s'arrêta, puis ajouta très lentement. Et ce dessin n'a pu être composé que par quelqu'un qui connaissait la maison, la plante et les hommes. Un silence s'ensuivit, mais cette fois il n'était plus partagé. Il était concentré. Cette plante, poursuivit Holmes, l'orchidée de Kalimpong, ne figure dans aucun herbier britannique à moins d'avoir fréquenté les serres de l'administration coloniale. Sa toxicité n'est connue que de quelques initiés, notamment ceux qui, à une certaine époque, géraient les jardins de la résidence du gouverneur de Benares. Il se tourna lentement vers Lady Wilhelmina Avery. Vous, madame, avez personnellement introduit cette variété dans les serres de cette demeure. Vous l'avez fait venir de l'Inde, il y a 18 ans. Et c'est vous qui avez conservé le traité rare découvert ce matin, annoté de votre main. Elle ne dit rien. Elle ne rougit pas, mais sa gorge tressaillit, presque imperceptiblement. Personne ici, hormis vous, ne possédait l'ensemble des éléments nécessaires pour orchestrer un tel enchaînement. La fleur, la disposition des lieux, la température, la fissure ancienne de la théière et la conscience de ce qui allait être dit à 16h15. Ce qui suivit fut dit sans pathose, presque froidement. Holmes détailla comment Lady Avery avait choisi la disposition des chaises, demandé expressément que Maclean soit placé au plus près du feu et qu'un feu soit allumé malgré la douceur inhabituelle de l'air. Il souligna que l'orchidée séchée, exposée dans la bibliothèque, n'était pas décorative, mais rituelle, une relique de la culpabilité. Elle n'avait touché à rien de ses mains, pas même à la théière. Elle avait laissé les éléments faire leur œuvre, comme on allume une mèche et quitte la pièce. Et c'est ce qui, paradoxalement, rendait l'ensemble si glaçant. Elle avait agi avec méthode, mais sans haine, comme une veuve règle les affaires d'un mort. Je regardais cette femme, droite, digne, muette, et je ne sus plus très bien si je contemplais une criminelle ou une fidèle. Ce n'était pas pour vous venger, ni même pour punir, dit Holmes enfin, d'un ton qui, pour la première fois, semblait habité d'une forme de fatigue. Ce que Maclean allait révéler, vous l'avez su depuis longtemps. Vous saviez que votre époux, autrefois, avait couvert un acte dont il n'avait pas mesuré la portée. Vous avez cru le protéger en organisant ce silence. Mais vous avez compris, trop tard, que ce silence tuerait. Elle ne répondit pas. Elle baissa les yeux, non de honte, mais de lassitude. Ce que vous avez tenté de préserver,
Ce n'était pas son nom, c'était sa mémoire. Je perçus alors chez Holmes non du mépris, mais une forme d'inclination rare, celle qu'il réservait à ceux qui, même dans la faute, conservaient une sorte d'honneur. Et dans cette pièce où la vérité venait de tomber, je sentis qu'il n'y aurait pas de cri, ni de scandale, seulement une fin, et peut-être un pardon qu'aucune justice n'aurait su accorder. Je n'ai jamais connu Holmes aussi calme que ce soir-là, lorsqu'il demanda à voir Lady Wilhelmina Avery seule dans cette bibliothèque que les autres avaient désertée, comme s'il pressentait que le silence y serait plus décisif que n'importe quelle déclaration officielle. Je demeurai à distance, mais je les entendais à travers la porte entrebâillée. La voix de Holmes était posée, sans dureté, presque douce. Il ne cherchait ni aveu, ni justification. Il tendait, à sa manière, une main à une conscience déjà écrasée par le poids de ses propres décisions. Elle ne nia rien. Pas un mot ne vint contester ce qu'il avait révélé devant tous, mais elle parla lentement, d'une voix qui tremblait à peine, et je compris, dans la manière dont elle prononçait le nom de son mari, que ce n'était pas un crime qu'elle avait commis, mais un dernier acte de loyauté, dévoyé, certes, mais tissé de solitude, de devoir et de mémoire. Holmes ne la jugea pas. Il l'écouta longuement, puis se leva, sans geste brusque, comme si le verdict s'était déjà écrit dans la lassitude du regard qu'elle n'avait jamais détourné du feu mourant. Ce ne fut qu'au retour à notre chambre, alors que le jour tombait sur les vitres alourdies de brume, que Holmes daigna rompre le silence qu'il avait conservé depuis l'entretien. Il se tenait devant la cheminée, les mains croisées derrière le dos, son profil sculpté dans une réflexion plus grave qu'à l'ordinaire. Il n'y aura pas de déposition, Watson. Pas de Scotland Yard, pas de procès. Je voulus protester, mais la fermeté de son ton m'arrêta. La justice a ceci de cruel qu'elle ignore les nuances. Or tout, ici, n'est que nuance. Un acte condamnable, certes, mais une intention désespérément humaine. Il tourna la tête vers moi, et son regard n'était pas celui du détective triomphant, mais d'un homme qui sait qu'il vient de renoncer à la mécanique parfaite pour quelque chose de plus fragile encore, la miséricorde. Le lendemain, Holmes la rejoignit brièvement, sans témoin. Je ne sus jamais ce qu'ils se dirent, mais je vis, dans les heures qui suivirent, Lady Avery s'asseoir à son secrétaire, prendre une feuille de papier ivoire et commencer à écrire sans précipitation, sans tremblement, comme si les mots avaient été, depuis longtemps, formés dans son esprit. Elle rédigea lentement, referma l'enveloppe, y apposa un cachet de cire, puis la déposa sur la coiffeuse. Lorsque je passai plus tard devant la porte, je crus l'apercevoir, debout, les mains croisées devant elle, les yeux levés vers un portrait dont je ne distinguais pas les traits. Ce n'était ni le regard d'une femme coupable, ni celui d'une innocente. C'était celui d'une veuve qui avait tenté, jusqu'au bout, de préserver ce que le monde appelle l'honneur, même si le prix en fut une vérité tuée avant de naître. 3 jours plus tard, alors que nous nous apprêtions à quitter la maison, le majordome vint frapper discrètement à notre porte. « Milady ne s'est pas réveillée ce matin. » Il n'en dit pas davantage. Il n'en avait pas besoin. Nous la trouvâmes allongée sur son lit, paisible, presque sereine, un flacon vide à portée de main, et la lettre intacte, scellée. Elle avait choisi son moment, comme elle avait choisi l'heure du thé, la place du fauteuil et le destin du révérend Maclean. Holmes prit la lettre, l'examina brièvement, puis me la tendit. « À n'ouvrir que si vous jugez que cela peut encore servir la vérité. » Je ne l'ouvris pas, je ne le fis jamais, car parfois, le rôle du témoin n'est pas de dévoiler, mais de veiller sur ce qui reste
et sur ce qui ne sera plus jamais dit. Le rapport de l'enquête fut bref. On conclut à une défaillance cardiaque chez le révérend McLean, probablement due à une fragilité sous-jacente exacerbée par la chaleur de la serre. Rien ne fut dit de l'orchidée, de la lettre arrachée, ni de l'invitation sans destinataire. La société, toujours prompte à enterrer ce qu'elle ne veut pas juger, laissa reposer le nom d'Avery avec les honneurs convenus. Holmes, quant à lui, refusa toute entrevue, tout article, toute suggestion de publication. Il retourna à Baker Street sans un mot de plus. C'est bien des années plus tard, en repensant à cette affaire, que je compris ce qu'il avait fait. Il n'avait pas étouffé la vérité. Il l'avait déposée là, où elle n'exigerait plus de cris, de condamnation, ni de scandale. Dans la mémoire de ceux qui avaient vu et qui porteraient, chacun à leur manière, le poids d'une vérité sans tribunal. Holmes n'était pas tendre, mais il savait quand la rigueur devient cruauté. Et ce jour-là, il choisit une autre justice, celle qu'on n'écrit pas, celle qu'on vit en silence, dans l'ombre d'un portrait, ou le parfum flétri d'une orchidée oubliée. Certains soirs, lorsque le vent traverse Baker Street avec cette langueur de l'automne finissant, il m'arrive de repenser à Lady Wilhelmina Avery, non pas à ce qu'elle fit, mais à ce qu'elle porta en silence. Car il est des fautes que la justice humaine ne peut saisir, des sacrifices qui échappent aux balances du droit, mais non au frisson moral qu'il laisse dans l'air. Holmes, ce jour-là, choisit de ne pas peser les faits, mais les âmes. Et cela, je ne l'oublierai jamais. Et vous, pensez-vous que Holmes a eu raison de taire la vérité? Ou bien aurait-il fallu livrer Lady Avery à la rigueur de la loi, malgré son dessein tragique? Dites-le-moi en commentaire. Si cette histoire vous a touché, je vous invite à laisser une trace de votre passage, un mot, une pensée. Partagez ce mystère avec d'autres amateurs de récits, enveloppés d'ombre et de vérité. Et, si le cœur vous en dit, abonnez-vous pour d'autres énigmes murmurées à la lueur d'un feu discret